Jean-François Solnon. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Jean-François Solnon est de nouveau l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le professeur Solnon a été hier tellement excellent à propos du duc du Maine qu'il a gagné le droit de revenir aujourd'hui. Plus sérieusement, je suis heureux qu'il ait accepté de nous faire profiter de ses lumières sur un des épisodes majeurs de l'histoire moderne, la terrible, la décisive bataille navale de Lépante. On pourrait presque déjà parler d'un choc des civilisations. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Pierre sur l'origine du nœud de Nelson, ce qui convient somme toute assez bien à une émission de marine. Hardi, matelot, souk et ferme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je vous emmène faire un tour en Méditerranée centrale, cette Méditerranée du temps de Philippe II, si chère à Fernand Braudel. Aujourd'hui, Anissa, je vous propose de revivre comme si vous y étiez l'une des plus formidables batailles navales de tous les temps, celle qui a opposé l'armada des puissances chrétiennes à la flotte turque de l'Empire ottoman. Nous sommes là en l'an 1571 et ce sont deux civilisations qui vont donc s'entrechoquer sous nos yeux dans un combat de titans qui devait entrer dans l'histoire sous un nom mythique, la bataille de Lépante. 1571, tous les étudiants savent ça, nous étudiants en histoire. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire en revenant sur les premières causes de cet affrontement. On peut dire qu'au commencement, il y a cette rivalité des Turcs et des Vénitiens en Méditerranée orientale, qui est une rivalité d'abord commerciale. Il se trouve qu'en prenant le contrôle progressif des comptoirs vénitiens, les Ottomans ont peu à peu gêné la Sérénissime République. Ils se sont affrontés à Chypre, notamment à la fin du XVe siècle, et en 1570, Venise envoie une escadre pour défendre ce qu'il lui reste de Chypre contre les assauts des Turcs. À cette époque, la Turquie ottomane est ce qu'on pourrait appeler sans doute une superpuissance. On en parlera dans un instant, bien sûr, avec Jean-François Solnon. Depuis l'avènement de Soliman le Magnifique en 1520, le sultan de Constantinople n'en a pas fini d'étendre son empire. Sélim II a continué la politique expansionniste de ses pairs. Il a colonisé petit à petit tout le bassin méditerranéen au détriment des puissances qui se trouvaient là jusqu'alors et notamment de Venise, bien entendu. Or, face à cet empire musulman surpuissant, se dresse un empire chrétien qui lui aussi est en train de connaître son apogée. C'est l'Espagne du siècle d'or. N'oubliez pas que Philippe II est le fils de Charles Quint. Non seulement sa métropole, l'Espagne, est devenue très riche, pensez à l'or des Amériques évidemment, mais le roi d'Espagne étend son pouvoir sur les Pays-Bas, l'Amérique bien entendu, avec le Mexique, le Pérou, etc., jusqu'à la péninsule italique. Milan, Naples, la Sicile sont espagnols. L'Italie vit à l'heure espagnole. Quand je dis l'Italie, c'est sans compter Venise, mais Venise est déjà à l'époque sur le déclin. Il y a donc, si vous voulez, un intérêt majeur des Espagnols à débarrasser la Méditerranée de ces barbaresques qui les empêchent d'y circuler tranquillement et d'y faire leur commerce habituel. En Afrique du Nord, l'Espagne s'est même chargée d'une espèce de police des mers. On a vu Charles Quint à plusieurs reprises essayer d'affronter les pirates d'Alger. Enfin, il fallait aux motivations commerciales de Venise et aux motivations, j'allais dire, de police de l'Espagne, il fallait une sorte de catalyseur en même temps qu'une caution spirituelle, et ça, c'est le rôle que va jouer naturellement la papauté. Le pape Pie V est inquiet de l'expansionnisme turc. Il va prêcher une sorte de nouvelle croisade contre l'islam et c'est en cela qu'il rencontre directement les intérêts espagnols et vénitiens, d'où des négociations qui vont donner naissance à la Sainte Ligue. Le pacte est signé à Rome le 20 mai 1571. Il y aura 3 chefs pour cette Sainte Ligue, qui est une sorte d'union militaire en quelque sorte. Un Vénitien, Sébastien Vénière, un Génois, Andrea Doria, le célèbre Andrea Doria, et puis le représentant du pape qui n'est autre que le prince Colonna, Marc-Antoine Colonna. Et tous ces gens-là, sous le commandement
d'un dux generalis, et c'est le moment, s'il vous plaît, de faire connaissance avec celui que les alliés du jour ont choisi pour présider aux troupes de la Sainte Ligue. Il s'agit de Don Juan d'Autriche, fils bâtard, fils naturel de Charles Quint. Charles Quint avait eu cet enfant avec une bourgeoise qui s'appelait Barbara Blomberg, passionnante histoire d'ailleurs, mais qui nous entraînerait loin. Don Juan d'Autriche, Don Juan, est le demi-frère du roi Philippe II, avec lequel il entretient d'ailleurs d'excellents rapports. Il est très jeune, il a 23 ans, il est très beau, très fougueux. C'est un guerrier propre à galvaniser les troupes. Il suffit qu'il apparaisse sur le pont de son navire amiral, qu'on appelle la Réal, un navire tout de rouge et d'or, tout de pourpre et d'or, pour que les équipages l'ovationnent. C'est exactement ce qui est en train de se passer ce 1er juillet 1571 dans le port de Barcelone, dans l'air déjà brûlant d'un matin qui promet beaucoup. Imaginez 47 galères ancrées là, en rade de Barcelone, plus la Réal, ce navire amiral, et sur les quais, la foule qui acclame Don Juan. La Réal pavoise de toutes les couleurs, ses bordages sont tendus de velours rouge, ça doit être magnifique, et la suite brillante qui accompagne le prince est en train de visiter le navire. Quand même, quand Don Juan va rentrer au palais du vice-roi, il y trouvera une lettre de son demi-frère, Philippe II, qui interdit qu'on lui donne le titre d'altesse. Ah oui, enfin tout de même, on a beau être en bons termes, on est à la cour d'Espagne. Il faudra l'appeler simplement Excellence. Eh bien, en 2 convois successifs, les 2 et 20 juillet, son Excellence va conduire jusqu'à l'Italie quelques 37 galères. La flotte espagnole, après une escale à Gênes, atteint le détroit de Messine, à la pointe de la botte italienne. On est là dans la soirée du 23 août. C'est là qu'a lieu le grand rassemblement, sans doute le plus grand rassemblement de l'histoire de la chrétienté d'ailleurs. 300 voiles, 30 000 soldats, 50 000 rameurs et marins, tout cela sous les oriflammes qui flottent dans le petit vent du détroit de Messine. L'Espagne et Venise, mais aussi Gênes, Naples, la Sicile, le Vatican, la Savoie, l'ordre de Malte se sont réunis pour courir Suse à l'Ottoman. Finale du film Kingdom of Heaven réalisé par Ridley Scott, une musique composée par Harry Gregson Williams. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire et nous sommes en Sicile. Et donc Messine est devenue depuis quelques jours la capitale de la chrétienté. Il y a tous ces navires, avec sur les navires des chapelains, des aumôniers bien entendu. Les galères espagnoles transportent 6 jésuites détachés par le général de l'ordre. Venise, Gênes, la Savoie ont emmené des aumôniers franciscains. Toutes les églises sont pleines, bien entendu. La ferveur religieuse est à son comble. Il faut imaginer la clameur immense qui accueille l'arrivée de Rome sous la haute garde d'un cardinal, du petit reliquaire renfermant une esquille de la vraie croix, autant dire l'écharde la plus précieuse du monde. Pie V envoie cette esquille de la vraie croix au commandant de la Sainte Ligue. Le cardinal monte en chaire, il annonce des indulgences exceptionnelles comme on faisait autrefois au moment des croisades. Vous savez, on est somme toute dans une croisade moderne. Des milliers d'hommes se sentent investis d'une mission divine. Et pendant ce temps, les chefs ne perdent pas leur temps. Don Juan d'Autriche a mis sur pied un ordre de bataille extrêmement clair et précis. Alors on reviendra, si vous voulez, tout à l'heure sur la position respective de chacun. Disons quand même qu'on a pris un certain nombre de décisions assez innovantes. Notamment, on a installé sur les rambardes des navires des tabliers. Les rameurs musulmans ont été équipés de gantelets rigides, évidemment pour éviter qu'ils ne se retournent contre ceux qui les dominent. Et puis, et ça on l'a fait en grand secret, le matin même du départ, on a fait scier les éperons d'acier des proues, et ça c'est une manière de rendre plus facile l'abordage, pour ne pas que les navires, que les galères se tiennent à distance trop lointaine. La flotte est maintenant parée au combat,
Elle n'attend plus que d'en découdre. Le royaume d'Espagne et la République de Venise, ainsi d'ailleurs que la République de Gênes, se sont donc alliés sous la houlette du pape pour combattre en Méditerranée les forces de l'Empire ottoman. Et dans la matinée du 16 septembre 1571, les premières voiles se déploient le long des mâts comme des ailes un peu froissées de grands papillons engourdis. 120 galères de Venise, au mât rouge, remorquent 6 grosses galéasses chargées de canons. Ce sont un peu les cuirassiers de l'époque, si vous voulez. Elles sont commandées donc par le vieux Sébastien Vénière, dont la barbe blanche fait toute la noblesse. 160 voiles espagnoles et génoises, 18 galères du pape ferment la marche. Quand je dis ferme la marche, pas tout à fait, puisque derrière encore, il y a le navire amiral, la Réal, dont l'équipage agenouillé est en train de recevoir la bénédiction cardinalis. Le jeune Don Juan contemple sa puissante flotte. Il porte autour du cou une grosse chaîne d'argent à laquelle il a suspendu le petit reliquaire qui lui est arrivé directement du Vatican. Au grand mât de la capitane Réal, il y a un crucifix de bois. Le visage et le flanc du Christ, si vous arrivez à les apercevoir, si vous les voyez de plus près, eh bien, ce visage et ce flanc du Christ sont brûlés. Il faut vous dire que ce crucifix, en fait, il a été autrefois la possession de Don Luis de Quijada, qui était le tuteur de Don Juan d'Autriche et qui avait sauvé cette statue du Christ lors d'un combat contre les Maures. Déjà, il avait promis de ne jamais s'en séparer. Don Juan a fait de même. Eh bien, il a emporté avec lui ce Christ qui est censé leur porter chance. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a peur, évidemment, à bord de toutes ces galères. Il ne faut pas oublier que les Turcs, à l'époque, sont invaincus en Méditerranée. Il y a 1 an, ils ont pris Nicosie, et puis Famagoust, sur la côte est de Chypre, a fini par tomber entre leurs mains. Le commandant de la place, lorsque le commandant turc a pris possession de Famagoust, il a fait couper en morceaux le chef de Chypre, et il a par ailleurs, son second, il l'a écorché vif, et on a pris sa peau, qu'on a gonflé de paille et qu'on a envoyé à la prison des esclaves d'Istanbul. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Quand je vous dis qu'on a peur à bord des galères chrétiennes, il y a de quoi, bien entendu. De même, quand le 28 septembre, l'armada de Don Juan fait escale à Corfou, ce port est encore tout fumant du saccage qui vient d'être perpétré par les Ottomans juste quelques semaines plus tôt. Les canons ont été renversés, les églises profanées, les cadavres déchiquetés flottent encore pour certains dans le port. L'avancée des Turcs ressemble à une espèce de marche triomphale. Il faut leur livrer bataille avant que les galères ottomanes, libérées par la chute de Famagoust, n'aient eu le temps de grossir les rangs ennemis, ce qui veut dire que la bataille doit avoir lieu le plus vite possible. Alors on va faire une deuxième escale à Gomenica sur la côte albanaise. La flotte chrétienne ensuite parvient dans les eaux où croise la formidable flotte ottomane de l'amiral Ali Pacha. Ali Pacha est le gendre du sultan, le gendre de Selim II. On a rassemblé cette flotte entre Zante et Missolonghi devant une base turque qui s'appelle Lépante. Eh bien voilà, nous y sommes. Pour le moment, du côté chrétien, règne un peu la discorde. Vienière a même fait pendre 4 fantassins espagnols qu'il avait jugés trop turbulents. Don Juan d'Autriche a surmonté sa colère lorsqu'il a appris cette nouvelle. Et le 6 octobre, avec ses capitaines, il est, Don Juan, devant Preveza, qui rappelle de funestes souvenirs à Andrea Doria, qui avait été là vaincu autrefois par le pirate Barberousse. Andrea Doria va d'ailleurs aller voir Don Juan d'Autriche pour le supplier de renoncer au combat. Les Turcs, lui dit-il, ont un avantage écrasant. Ils ont derrière eux une base, un arsenal. Nous n'avons que la mer. Il est de mon devoir de vous convaincre, de vous supplier de renoncer. Mais le jeune commandant n'est pas déterminé à renoncer ainsi. Ce n'est plus l'heure d'hésiter, dit-il. Quand la marine ottomane affronte la flotte chrétienne au XVIe siècle, c'est bien sûr la bataille navale de Lépante dont nous parle Franck Ferrand cet après-midi. Vous pouvez réagir à cette émission. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, nous revenons sur l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. C'était en 1571 et ça y est, nous sommes le jour J. Eh bien, nous voici en cette aube fameuse du dimanche 7 octobre 1571.
La région est celle-là même de l'antique Actium, vous savez, qui après la mort de César avait déjà vu les navires d'Octave l'emporter sur ceux d'Antoine et de Cléopâtre. On est dans des eaux qui ont été marquées par l'histoire, si tant est qu'on puisse marquer des eaux. Don Juan a embarqué sur une frégate légère pour passer ses forces en revue, pour galvaniser ses équipages qui en ont grand besoin, et lorsque paraît à la haute passerelle le commandant en chef, c'est une ovation encore plus incroyable qu'il l'accueille dans les lueurs de l'aube. À Marc-Antoine Colonna, il lance « Amiral, c'est aujourd'hui qu'il vous faut sortir vos griffes !» Et puis il monte sur la capitane d'Alexandre Farnèse. On lui arrache ses gants, son chapeau. Il manque de finir à moitié nu. Tout le monde veut un petit morceau de ce commandant qui est là pour galvaniser les foules, qui va remonter donc bien vite à bord de sa réale. Voici comment Don Juan a disposé ses forces, tout en ligne, disons, pour simplifier les choses. Imaginez 2 immenses lignes en ordre de combat. Au nord, les chrétiens. Au sud, eh bien, au sud, ce sont les Turcs qui sont en vue, bien entendu. On entend même se rapprocher le bruit terrifiant des boucliers qui s'entrechoquent et les coups des mousquets qu'on est en train de tirer du côté turc. Côté chrétien, côté de la Sainte Ligue, c'est le silence total. Tout le monde est tombé à genoux comme un seul homme. Or, soudain, le vent tourne. Il passe d'est en ouest, ça veut dire qu'il devient favorable aux voiles chrétiennes. Et bien maintenant, il faut avancer et les 2 flottes ne vont pas tarder à se faire face. Au fond du croissant turc, la capitane d'Ali Pacha, la sultane, est entourée de toutes les galères des janissaires. Et juste avant midi, ce 7 octobre tellement marquant, la bannière blanche de la Sainte Ligue est hissée au mât de la Réale. Premier coup de canon, c'est le signal du combat. C'est un signe, les 2 flottes se précipitent maintenant l'une contre l'autre. Ouvrez grand les yeux, la bataille de l'Épande va pouvoir commencer. L'engagement des hostilités d'une violence inouïe. La sultane et la Réane vont s'aborder par le travers. Elles s'abordent mutuellement. Don Juan, avec 400 Espagnols casqués, saute sur les ponts du navire amiral turc. Et on va voir, ça c'est assez extraordinaire, on va voir à 2 reprises les Espagnols prendre d'assaut la sultane et à 2 reprises les Turcs prendre d'assaut la Réale. Bientôt, au-delà de ces 2 navires, ce sont toutes les galères qui s'entrechoquent dans une inextricable mêlée sanglante. Alors on est tenté de citer Corneille, bien entendu. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres. Tous ces exploits au corps à corps, personne ne pourra somme toute jamais les raconter. Beaucoup tombent à l'eau et l'on voit des soldats qui continuent à se battre alors qu'ils sont déjà tombés dans l'eau rougie de sang. Au bout d'un moment, il apparaît que les forces chrétiennes sont plutôt en difficulté. Et ce n'est pas l'attitude d'Andrea Doria qui arrange les choses, puisque lui a laissé s'ouvrir une brèche dans la ligne chrétienne. Les galères du Dey d'Alger en ont profité pour s'engouffrer et pour prendre maintenant à revers la capitane de Malte. La division de réserve du marquis de Santa Cruz va heureusement à ce moment-là voler à son secours. Au plus fort de la mêlée, Don Juan d'Autriche a réussi quant à lui à prendre pied définitivement sur la sultane. Il approche de l'amiral turc quand Ali Pacha reçoit une balle d'arquebuse en pleine tête. Il a été littéralement décapité. On finit de le décapiter et l'on pointe sa tête au bout d'une pique. Seulement, la Réale est maintenant seule au milieu de 6 navires turcs. Et c'est Marc-Antoine Colonna qui va jouer à ce moment-là un rôle décisif pour arriver à la dégager. Les troupes peuvent à ce moment-là voler au secours du commandant en chef qui était vraiment très en difficulté. Alors, il ne faudrait pas croire que les chapelains soient en quoi que ce soit exonérés de combat. Il y en a même un qui va parvenir tout en se battant, qui va parvenir jusqu'au grand mât de la sultane, qui va amener l'étendard vert et or du prophète et le remplacer par un crucifix. On sait maintenant que la sultane est prise. C'est terrible ça, parce que évidemment c'est un très mauvais signe pour la flotte turque. On dit que le navire est dans un état indescriptible et qu'on voit du sang couler par les écoutilles.
il est près de 5 heures. Lorsque la bataille, qui a été commencée à midi, ça veut donc dire qu'on se bat depuis 5 heures, lorsque cette bataille touche à sa fin. Don Juan, dans cette bataille, a été blessé à la cheville. Il ordonne qu'on mette le cap sur l'île de Pétala et il emporte quand même comme prisonniers les 2 jeunes fils d'Ali Pacha. Le bilan militaire donne à lui seul une idée de l'ampleur de cette bataille. 62 galères ottomanes ont été coulées, 117 capturées, 13 galéotes et beaucoup de canons également. 3846 Turcs ont été faits prisonniers et vont aller grossir les chiourmes de la chrétienté. 15 000 esclaves chrétiens sont libérés. On a tué 30 000 Turcs. De l'autre côté, il y a 7 500 morts, côté chrétien, 20 000 blessés. Il faut dire quand même que parmi les 7 500, il y a 4 000 Vénitiens qui ont laissé leur vie dans cette bataille de Lépante. Il y avait parmi les combattants quelques personnages importants. Nous y revenons dans un instant avec mon invité. Bonjour Jean-François Saulnon. Bonjour Franck. Nous allons achever, si je puis dire, la bataille de Lépante et revenir avec vous sur la signification et surtout sur les conséquences politiques de cette victoire de la chrétienté. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au XVIe siècle, au cœur de la bataille de Lépante, l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Et Franck, pour nous en parler, vous recevez Jean-François Saulnon, historien, professeur émérite des universités et auteur du Turban et la Stambouline, l'Empire ottoman et l'Europe, 16e, 20e siècle, affrontements et fascination réciproque. Je disais pour commencer tout à l'heure, Jean-François Saulnon, qu'il y avait parmi les combattants de grandes figures quand même, dont certaines emblématiques. Ah, c'est bien entendu celle de Cervantes, que vous imaginez et que vous pensez, à laquelle vous pensez. Cervantes, qui est d'ailleurs né l'année même de la naissance de Don Juan d'Autriche. Ce sont vraiment des contemporains. En 1547, l'année de la mort de François Ier, l'année de la mort d'Henri VIII. Oui. Et bien voilà, naissance de Don Juan d'Autriche et naissance de Cervantes, qui a raconté sa guerre en quelque sorte. Et il a raconté qu'il avait abordé d'ailleurs les vaisseaux turcs. Il a été blessé, rudement blessé d'ailleurs à la main gauche. On l'appelle le manchot de Lépante d'ailleurs. Heureusement que c'était la main gauche. Oui. Sinon, si ça avait été la main droite, on n'aurait peut-être pas eu les aventures de l'ingénieux Hidalgo qu'est Don Quichotte. Alors ce Cervantes, qui avait mené une vie extrêmement aventureuse, n'est qu'un des milliers de combattants de cette extraordinaire bataille. Il faut peut-être, avant de venir à la bataille elle-même, revenir un instant sur cet affrontement de civilisation. C'est toute la chrétienté qui se dresse contre les Ottomans. C'est une guerre entre la chrétienté et l'islam sunnite, celui de l'Empire ottoman, et qui a eu comme terrain d'élection d'abord les Balkans, puis l'Europe centrale, je pense en particulier à la Hongrie, mais également à la Méditerranée. Et en Méditerranée, il y a la puissance de Venise, la puissance de Gênes, qui depuis des siècles et des siècles sont présents en Méditerranée orientale, au temps d'ailleurs de l'Empire byzantin. Et évidemment, les Turcs vont jouer les empêcheurs de tourner en rond dans cette Méditerranée orientale, eux qui sont, il faut quand même le remarquer, qui sont d'abord des terriens. Enfin, l'origine de ce peuple turc, c'est une origine tout à fait terrienne, oui, bien sûr, des grandes plaines de l'Asie centrale. Et lorsqu'ils sont arrivés en Anatolie, lorsqu'ils ont franchi les détroits pour fonder la ville d'Istanbul, qui prend la succession de Constantinople, ce sont des gens qui sont complètement dépourvus de marine. Et ils ont pu franchir d'ailleurs les détroits au XIVe siècle grâce à l'aide des navires chrétiens. Alors justement, Jean-François Saulnon, j'ai abordé cette bataille sous l'angle chrétien, disons-le, je n'ai pas beaucoup parlé des Turcs. Comment voit-on se profiler cet affrontement du côté de la Sublime Porte, du côté de Constantinople ? D'Istanbul, devrais-je dire. Il y a eu, avant le règne de Sélim II, il y a eu celui de Soliman. Soliman dit le magnifique en Occident, que les Turcs appellent Kanuni, c'est-à-dire le législateur. Et c'est un règne extrêmement brillant et un règne de grande conquête. Soliman avait mené pas moins de 13 campagnes que l'on appelait des campagnes augustes. Il faut que son successeur, Sélim II, soit capable de mener lui aussi des campagnes. D'ailleurs, c'est une règle, lorsqu'un sultan arrive au pouvoir, il convient de prendre les armes.
Et les janissaires, en effet, y tiennent beaucoup parce que c'est pour eux l'occasion, évidemment, de récupérer du butin. Et un sultan qui ne prendrait pas immédiatement les armes, que l'on espère bien entendu victorieuse, perdrait toute crédibilité. Tout à fait, à l'égard de son armée, qui est une des armées les plus puissantes et les plus modernes de l'Europe du temps. Or, au temps de Soliman, il y a eu quelques grandes victoires, et en particulier la prise de Rhodes en 1522. Sélim II s'est emparé lui aussi d'un certain nombre d'îles grecques, en particulier Naxos, l'île de Chios. Et il reste 2 îles chrétiennes en Méditerranée, l'une en Méditerranée centrale, c'est-à-dire la Crète, et puis l'autre en Méditerranée orientale qui est Chypre. La fameuse Chypre, oui. Et j'allais dire le prétexte, c'est pas seulement le prétexte, mais l'origine de la bataille de Lépante, de ce fameux dimanche de Lépante, comme on a eu le dimanche de Bouvines, oui. L'origine, c'est évidemment la prise par les Turcs de Chypre. Alors pourquoi s'intéresser à Chypre ? Chypre, c'est une île extrêmement prospère qui est sous domination vénitienne d'ailleurs et qui fournit à Venise du vin, du sel, du sucre. Donc c'est une île qui est un foyer, si vous voulez, de richesse pour la Sérénissime. Or, Chypre est une île qui est peuplée de corsaires, peut-être faudrait-il dire d'ailleurs même de pirates chrétiens, qui s'en prennent aux navires de commerce ottomans et surtout qui s'en prennent aux navires qui transportent les pèlerins qui vont faire le Hadj, c'est-à-dire à la Mecque et à Médine. Par conséquent, il y a une insécurité pour les Turcs en Méditerranée orientale. C'est un peu la situation symétrique de celle que connaissent les chrétiens avec les barbaresques dans la Méditerranée occidentale. C'est tout à fait comparable et c'est en effet symétrique. Par conséquent, il y a de la part de Sélim II la volonté de mettre le pied à Chypre. Non pas, comme on l'a voulu le dire, en raison de sa production viticole, dans la mesure où Sélim II a un surnom. Je parlais de Soliman le Magnifique. Lui il s'appelle Sélim II l'Ivrogne. Mais laissons ça de côté. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Donc, la volonté de se manifester par un coup d'éclat, la volonté également de se débarrasser de ces pirates chrétiens, mais quelque chose d'un peu plus important encore, c'est que parmi les favoris de Sélim II, il y avait un homme curieux, un juif portugais, qui s'appelait Joseph Nassi, qui était d'ailleurs un compagnon de débauche, il faut bien le reconnaître, de la part du sultan. Et le rêve de Joseph Nassi, c'était de créer une patrie pour les Juifs. C'était une sorte de précurseur du sionisme. Et alors, il s'était fait donner des îles ottomanes dans l'archipel de la mer Égée. Il avait même reçu un prêt pour implanter des Juifs, une colonie juive en Palestine. Et l'idée de Joseph Nassi, c'était de faire de Chypre, là encore, un foyer une tête de pont, juif en quelque sorte. Oui, voilà. Qui aurait pu vivre grâce à la présence donc des Juifs venus d'Istanbul ou d'ailleurs. Et par conséquent, il se voyait déjà roi de Chypre. Et les troupes ottomanes, en effet, ont débarqué à Limassol, ont fait la conquête de la ville principale de Nicosie, c'est un siège qui était assez long, et puis ils s'adressent ensuite à la dernière ville sur la côte est de Chypre, c'est-à-dire Famagoust, et là nous sommes en 1571, entre le mois de mai et le mois de juillet, et à ce moment-là, en Occident, dans la chrétienté, le pape Pie V va préparer ce qu'on peut bien appeler une nouvelle croisade. Alors, j'ai tout à l'heure énuméré les nombreuses puissances chrétiennes qui se sont rassemblées sous la bannière de Pie V, si je puis dire, et évidemment parmi eux Venise et l'Espagne, mais pas seulement. Il y a quand même un grand absent là-dedans, c'est la France. Il y a plusieurs absents. Il y a la France. Nous sommes en 1571, c'est-à-dire à la veille de la Saint-Barthélemy, et c'est déjà tout dire. C'est-à-dire que la France est embarrassée par les guerres civiles, les guerres dites de religion. Il y a aussi comme absent l'Angleterre, qui ne semble pas être concernée par un négoce et par une sécurité en Méditerranée orientale. Ces comptoirs ne vont pas jusque-là à l'époque. Non, et il n'y a même pas l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien II. Par conséquent, c'est une affaire qui concerne l'Espagne, Venise, un peu d'ailleurs les chevaliers de Malte, qui ont échappé en 1565 à la conquête ottomane, et puis bien entendu, le chef d'orchestre de tout cela, c'est le pape. Alors on peut s'interroger en effet sur l'attitude de l'Espagne, de l'attitude de Philippe II. Philippe II, de même que son principal ministre, c'est-à-dire le cardinal de Granvelle,
ne sont pas disposés à voler au secours de Venise et de voler au secours de Chypre, pour une raison d'ailleurs assez facile à comprendre. On considère que Venise n'est pas blanc-bleu dans les rapports avec la puissance ottomane, avec la Sublime Porte, parce que Venise n'a cessé de faire du commerce. Vous savez, lorsque Constantinople est tombé entre les mains des Turcs en 1453, l'année suivante, Venise signait un traité de commerce avec les infidèles. Par conséquent, on apprécie relativement peu cette espèce de neutralité jugée coupable. Ils ne sont pas très francs du collier. Voilà, de Venise. Et puis aussi, Philippe II est occupé ailleurs. Il est occupé aux Pays-Bas, dont il est le seigneur naturel et qui se sont révoltés. Et il est occupé également par une révolte qui a eu lieu en Espagne même, dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire la révolte des Morisques de Grenade. Les Morisques, ce sont des musulmans qui ont été convertis au christianisme à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, et qui ne se sont pas assimilés. Donc ils ont été persécutés et ils se révoltent. Par conséquent, Philippe II considère qu'il y a mieux à faire en Méditerranée occidentale et dans la péninsule ibérique plutôt que d'aller faire la guerre aux Ottomans en Méditerranée orientale. C'est donc le chef d'orchestre, c'est véritablement le pape qui a mis sur pied cette ligue. Et son bras armé, c'est donc cet enfant naturel de Charles Quint, qu'est Don Juan d'Autriche. Alors il y a les deux autres amiraux, il y a même trois. Vénère, et puis Colonna, et puis Colonna, et Andrea Doria pour Gênes. Mais celui qui commande tout le monde, c'est un tout jeune homme. Il a 24 ans. Oui, extraordinaire. C'est fantastique. Et c'est une histoire tout à fait intéressante. Madame Edmond de Charleroux avait écrit autrefois un très beau livre, Stèle pour un bâtard, qui était la vie de Don Juan d'Autriche. Alors c'est un homme qui est un enfant naturel donc de Charles Quint et d'une femme de médiocre condition, disons, la Blomberg, qui est née à Ratisbonne, d'ailleurs, en Allemagne, et puis ensuite qui a gagné l'Espagne, qui a embelli les derniers jours de Charles Quint, puisque Charles Quint a demandé à cet enfant de venir le rencontrer au monastère de Yuste, en Estrémadour, et il a demandé également à son fils, le futur Philippe II, bien de reconnaître également l'importance de ce jeune homme, qui s'appelait d'ailleurs au début Jérôme, c'est son premier prénom, et qui est devenu Don Juan d'Autriche. Alors c'est un jeune homme plein d'allant, plein de soucis de gloire, un très bel homme d'ailleurs qui a énormément de succès, qui a fait ses études à l'université de Alcalá de Henares et qui brûle de combattre les infidèles. Il a d'ailleurs été nommé par son demi-frère Philippe II, en quelque sorte grand amiral, on appelait ça général de la mer. Et là, c'est quelqu'un qui s'est couvert de gloire au moment de la répression exercée sur les Morisques en Espagne du Sud et qui reçoit cet extraordinaire commandement parce que il commande à des gens comme Vénière qui a 75 ans, c'est un vieux monsieur, il sera même doge après la bataille de Lépante à 81 ans, on ne renouvelle pas beaucoup les élites politiques à Venise. Dans la Venise de ce temps-là, et ce qui contribue évidemment au prestige de Don Juan d'Autriche, c'est qu'il est mort jeune. Parce que la bataille de Lépante a lieu en 1571, il meurt en 1578, il a 31 ans. Oui, extraordinaire. Cette bataille, avec vous, nous allons la revivre dans un instant. Jean-François Saulnon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. C'est de la plus grande bataille navale de l'histoire dont vous nous parlez cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, Jean-François Saulnon est votre invité. Il est historien, professeur émérite des universités. Et ça y est, nous sommes au cœur de cette bataille, le jour où tout a commencé, Franck. Le dimanche 7 octobre 1571, la flotte ottomane affronte la flotte, comment peut-on dire, chrétienne, de la Sainte Ligue en tout cas, à Lépante, dans des eaux qui ont connu d'autres batailles en d'autres temps. Je parlais d'Axiom tout à l'heure, on n'en est pas très loin en fait. Oui, puis pas loin de Preveza, qui avait été également une bataille navale importante que le public connaît moins aujourd'hui. Alors cette bataille, c'est une confrontation, c'est un choc sur mer, ce qui évidemment n'avantage pas les Ottomans, qui ne sont pas d'abord et avant tout des marins. Mais il faut dire que les Ottomans ont quand même rattrapé leur retard depuis Mehmed II, c'est-à-dire depuis le milieu du XVe siècle. La flotte ottomane,
au moment où la flotte de la Sainte-Ligue se réunissait à Messine, c'était le lieu de rendez-vous, si vous voulez. Par conséquent, libérait l'Adriatique. La flotte ottomane avait pénétré en Adriatique. Elle avait ravagé, selon son habitude, d'ailleurs, les côtes de la Grèce occidentale, les côtes de l'Albanie. Et puis, on avait très peur à Venise. Vous savez que Venise n'est protégée que par la lagune. Le palais des Doges, c'est un palais qui n'est pas un palais fortifié. Oui. Et les Vénitiens craignaient bien un matin, de voir arriver la flotte turque. On disait, on va peut-être entendre chanter le coq en turc. Par conséquent, il y a une grande crainte. L'armée, la flotte ottomane va ravager ces côtes et ensuite va refluer. Nous sommes là au tout début de l'automne ou à la fin de l'été 1571. Elle va relâcher dans le golfe de Corinthe et se mettre en quelque sorte pour l'hiver à l'abri des forts du golfe de Corinthe, et on va démobiliser d'ailleurs les soldats et les marins, jusqu'au moment où on apprend évidemment par un service d'espionnage qu'une flotte extraordinaire de la chrétienté, une grande armada, se réunit à Messine, et là la question se pose pour les Turcs de savoir s'ils attendent l'escadre chrétienne à l'abri des forts, donc au fond du golfe de Corinthe, ou alors s'il faut sortir du golfe et affronter directement la flotte chrétienne. C'est ce qui va se faire. La flotte chrétienne, elle arrive par le nord, c'est-à-dire le long de la côte de la Grèce occidentale. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a toute une série d'îlots. Je pense en particulier à l'îlot d'Oxia, qui se trouve là, à partir de Céphalonie, mais plus près de la côte. Et la flotte chrétienne va trouver un chemin entre la côte et cet îlot d'Oxia. Et ensuite va se tourner en direction de l'est alors qu'elle a les vents contraires. Les Turcs, au contraire, ont le vent pour eux. Le vent qui vient de l'Est. Eh bien, c'est comme une sorte de grande parade, qui n'est pas amoureuse, cette-ci, au contraire, qui est de guerre. Une grande parade qui va demander beaucoup de temps, d'ailleurs, aux deux flottes de se mettre face à face. Je crois que ça demandait près de 3 heures. Et là, il y a une supériorité, peut-être des galères ottomanes en chiffres, mais les chiffres n'ont pas d'importance. On se rend compte que finalement, il y a peut-être près de 500 galères. Enfin, la mer est complètement couverte de bateaux, mais surtout, les Vénitiens ont une puissance, c'est que devant les 3 escadres qui vont affronter la flotte ottomane, il y a ces fameuses galéas. Alors ça fait 6 galéas. Qu'est-ce que c'est, ces galéas? C'est de gros cuirassiers de l'époque. C'est des énormes bateaux qui ne peuvent pas se déplacer presque par eux-mêmes, qui doivent être tirés, tractés par d'autres galères, mais surtout qui sont équipés de canons. Alors chacune a à peu près entre 30 et 50 canons, et des canons disposés à la poupe, à la proue et sur les bords. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça va être un combat d'artillerie. Lorsque les deux flottes vont se rencontrer, et vont s'éperonner, et vont être côte à côte. S'aborder mutuellement. Exactement. Et là, on va voir jouer donc ces canons des galéas, et puis on va voir jouer surtout les arquebusiers chrétiens, qui vont s'en prendre aux Ottomans, qui ne disposent. Non, ils sont très experts dans ce domaine, mais qui disposent d'arcs et de flèches. C'est-à-dire qu'on parle d'une bataille navale, mais très vite on en vient à des descriptions de combat qui ressemblent beaucoup à ce qu'on pourrait connaître à terre. Alors c'est amusant parce que c'est la dernière grande bataille navale de l'Occident ou de l'Europe occidentale avant Trafalgar. Or c'est un combat terrestre. Cette bataille navale est un combat terrestre. C'est assez c'est paradoxal, déroutant, mais c'est ainsi que ça s'est produit et ça a duré. Le combat qui a rougi la mer a duré 3 heures et vers 17 heures, nous sommes donc au mois d'octobre. Il ne fait pas encore tout à fait nuit, mais le combat va cesser et avec les dégâts que l'on connaît et des dégâts considérables de la part de la flotte ottomane, de même que des morts. Alors c'était une heure de vérité cette bataille de Lépante. C'est en cela, bien sûr, qu'elle a marqué l'histoire, un peu comme à Alésia. On voit s'affronter le monde celte et le monde romain, et bien là, à Lépante, on voit s'affronter le monde chrétien et le monde musulman, ottoman. Est-ce que les conséquences de la bataille ont été à la hauteur d'un tel enjeu ? Alors, il y a 2 types de conséquences. Il y a des conséquences réelles, et puis il y a aussi les conséquences qui sont des représentations culturelles. La représentation de la bataille de Lépante. Concrètement. Alors, concrètement, c'est assez paradoxal. C'est que cette flotte ottomane qui a été envoyée par le fond ou qui a été obligée d'aller se réfugier un peu plus au sud parce que en trop mauvais état, il y a une petite partie seulement qui a pu rentrer à Istanbul, on s'est dit en Occident, voilà, c'est gagné. C'est gagné, mais on s'est pas rendu compte que d'abord les Occidentaux n'ont pas parachevé cette victoire.
L'idée tout de même, c'était de reprendre Chypre, puisque la conquête de Chypre a été à l'occasion, en quelque sorte, de ce combat. Et même certains... On va dire qu'on a oublié Chypre dans le... Oui, c'était un prétexte qui a été abandonné. Et puis on pouvait aussi imaginer, et ça a été dit d'ailleurs, écrit, eh bien cette fois-ci, l'Europe chrétienne va reprendre pied dans les lieux saints. Et puis, pourquoi ne pas rêver... C'est une croisade après tout. Elle peut aussi reprendre pied à Constantinople et rendre Istanbul oui. à la chrétienté. Oui, mais l'Europe chrétienne s'est divisée, chacun avait ses intérêts particuliers, par conséquent il n'y a pas eu d'acquis et de transformation de cette victoire. Mais surtout, c'est que les Turcs ont été capables de remettre sur pied une véritable flotte. Quand on pense que l'hiver qui a suivi, dans l'hiver 1571-1572, le premier ministre du sultan, c'est-à-dire le grand vizir, a reconstitué la force navale dans les arsenaux ottomans, qui était d'ailleurs la copie des arsenaux de Venise, et a fait construire pas moins de 160 galères. Par conséquent, la marine ottomane n'a pas disparu après cette victoire, qui lui a coûté pourtant beaucoup, et la marine ottomane a continué de régner en Méditerranée orientale. Et d'ailleurs, on a une formule qui est assez amusante d'ailleurs de la part de Voltaire, parce que Voltaire s'est rendu compte qu'on aurait dit-il, que les Ottomans avaient gagné cette bataille. C'est ça. C'est ça qui est paradoxal. Alors la plus belle formule qui existe, c'est celle du grand vizir, Sokollu Mehmed Pacha, qui s'adresse à l'ambassadeur de Venise et qui lui dit la chose suivante. Voulez-vous savoir comment nous supportons notre malheur ? Eh bien, il y a une différence entre notre perte et celle que vous avez subie. En nous emparant de Chypre, nous vous avons privé d'un bras. En détruisant notre flotte, vous avez rasé notre barbe. Un bras coupé ne repousse pas, mais une barbe rasée n'en repousse que mieux. Et oui, et c'est exactement ce qui va se passer. Sans compter les dommages terribles pour les puissances occidentales. Je pense notamment à Venise. On a l'habitude, lorsqu'on est à Venise, de dater le déclin de la Sérénissime de la bataille de Lépante. On dit qu'après Lépante, plus rien n'est comme avant. Eh bien parce que les comptoirs vénitiens ont de la difficulté à vivre dans la mesure où maintenant les Ottomans sont vraiment les maîtres de la Méditerranée orientale. Il ne reste plus qu'une île, il ne reste plus que la Crète à prendre, et ça sera le cas plus tard dans le courant du XVIIe siècle. La Méditerranée occidentale, elle reste chrétienne, si j'ose dire, sauf les barbaresques évidemment. Et les préoccupations du roi d'Espagne, c'est de se débarrasser au mieux, ou en tout cas de contrarier les expéditions des barbaresques. Et la Méditerranée occidentale, à partir de cette fin du XVIe siècle, va être un enjeu stratégique pour des puissances occidentales, c'est-à-dire l'Espagne, l'Angleterre ou la France. Anissa citait tout à l'heure l'ouvrage que vous avez fait paraître en 2009, Le Turban et la Stambouline, l'Empire ottoman et l'Europe, 16e, 20e siècle, affrontements et fascination réciproque. On est exactement au cœur du sujet, là, Jean-François Saulnon. Oui, parce que on imagine toujours entre l'Europe occidentale ou même centrale et l'Empire ottoman une sorte de guerre continuelle. Évidemment, il y a des moments importants. Lépante en est un. Il y aura le siège de Vienne à la fin du XVIIe siècle. Il y a eu la prise de Constantinople en 1453. Il n'en reste pas moins qu'il y a une fascination, et une fascination réciproque. D'ailleurs, cette fascination, elle existe d'ailleurs en premier lieu chez les Européens qui observent cet empire. Alors il y a des voyageurs qui vont dans l'Empire ottoman, il y a des ambassadeurs qui s'y rendent, et il est vrai que, alors que les Ottomans ont un peu de mépris pour l'Europe, il y a au contraire une fascination de l'Empire ottoman par les Européens. Alors cette bataille de Lépante va évidemment donner des forces, c'est-à-dire des forces culturelles à la chrétienté. Il y a eu quantité de poèmes, de chansons qui ont célébré la bataille de Lépante, jusqu'à un texte écrit par Jacques VI d'Écosse, donc un roi protestant et bien loin évidemment de la Méditerranée orientale. Cette victoire a été célébrée avec faste à Venise comme à Rome. On a commandé des tableaux à Véronèse, à Tintoret, à Titien, et il y a en Espagne, en France, en Italie, jusqu'à des petites églises qui présentent un tableau plus ou moins réussi, quand exprimant vous voyez de loin la bataille. Des bateaux entremêlés, vous pouvez être quasiment sûr. C'est très probablement la bataille de Lépante. Et quand on présente au premier plan le pape Paul V, Pie V, évidemment, on se rend compte qu'il s'agit de la bataille de Lépante. Et ce qui m'a surtout fasciné, c'est de voir que très tardivement, à la fin du XIXe siècle,
lorsqu'on a construit à Lyon la basilique de Fourvière. On est en 1896. Parmi les mosaïques qui ornent l'intérieur de la nef et qui chantent les louanges de la Vierge Marie, eh bien, il y a la représentation de la bataille de Lépante, puisqu'on attribue, évidemment, les chrétiens l'attribuent à la Sainte Vierge. Merci infiniment Jean-François Saulnon, non pas pour cette émission, mais pour ces émissions. Merci. Et dans un instant, nous restons dans le monde de la marine, puisque Franck Ferrand, vous nous donnerez les origines du nœud de Nelson. À tout de suite. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, pour vous, c'est une question de Pierre sur le site internet europe1.fr. Pourriez-vous revenir, Franck, sur l'origine du nœud de Nelson ? Vous savez, le nœud de Nelson, c'est cette espèce de boucle qui est située sur la première barre des insignes, sur les manches ou les épaules. On l'aperçoit sur certains uniformes de la marine, mais aussi sur les uniformes de certains navigants aériens. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. La légende, que l'on lit bien souvent à son origine, fait référence à l'amiral Nelson, l'amiral anglais Horatio Nelson, vous savez, le grand personnage de la marine anglaise. Elle remonte à la bataille de Trafalgar, qui a eu lieu le 21 octobre 1805. C'est en quelque sorte l'autre grande bataille navale de l'Occident après la bataille de Lépante. Cette bataille de Trafalgar a vu la victoire de la flotte anglaise face à la flotte franco-espagnole, et on raconte que dans le feu de la bataille, Nelson était en train de donner ses ordres depuis le pont de son navire amiral, le fameux HMS Victory, et qu'il aurait été à ce moment-là blessé et aurait perdu un bras. Et il aurait pour autant refusé d'abandonner ses hommes. On lui a fait simplement un garrot à l'aide de la manche de son uniforme pour qu'il puisse retourner donner ses ordres. Le nœud ou la boucle, si vous voulez, de Nelson représenterait le fameux garrot et symboliserait le courage et l'opiniâtreté des marins en général et de Nelson en particulier. Pour tout vous dire, cette histoire est fausse. Elle est même complètement fausse parce que son bras, Nelson l'avait perdu plusieurs années auparavant lors de la bataille de Santa Cruz de Tenerife en juillet 1797. Rien d'ailleurs dans cet événement, dans cet incident de combat, ne fait référence à un garrot qu'on lui aurait posé. Il a été certes blessé à Trafalgar et même mortellement blessé, mais par une balle au torse, on l'a transporté rapidement au pont inférieur du navire où il a fini par s'éteindre. Il faut vous dire qu'en anglais, ce nœud de Nelson s'appelle le Elliot Eye, par référence à un certain George Elliot, un officier général de la Royal Navy, qui au XIXe siècle aurait participé à la guerre de Crimée, une guerre qui se menait autant à terre que sur mer, vous savez, et lui aussi aurait été touché au bras, aurait continué de se battre, et c'est en hommage à Elliot qu'on ferait ce fameux nœud de Elliot ou de Nelson, comme vous voudrez. Alors, pourquoi est-ce que cette boucle se retrouve aussi dans l'aviation ? Eh bien, il semble qu'on se soit inspiré pour le faire des pilotes d'hydravion qui, eux, au départ, portaient tout simplement des uniformes de marine.